paralympiques, hein. Donc, ce qui nous importait, c'était de soutenir ce type de discipline, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, de clients, de sociétaires qui sont sur ces différentes thématiques. Donc, le 15 novembre, on va organiser donc, un événement qui va être décomposé en 2 temps. Un temps sensibilisation et démonstration. Donc, on va avoir des ateliers où les sociétaires et clients qui vont être invités pourront pratiquer, par exemple, du basket en fauteuil, du basking, de la boccia et autres, et de la joëlette. Et puis, on aura une démonstration avec des athlètes du tennis de table et du badminton également dans une salle couverte. Et la deuxième partie, on invitera donc l'ensemble des gens qui seront présents à 2 tables rondes, une table ronde autour du sport de compétition et une table ronde autour de la pratique sportive, on va dire quotidienne, à la fois pour les personnes à handicap et puis également les accompagnants. Il me paraissait important de voir comment les gens qui accompagnent des personnes à handicap autour d'eux peuvent avoir des pratiques sportives communes. Donc ça, là un peu, disons que la soirée telle qu'elle va se passer. Donc il y aura les comités régionaux et olympiques donc de la région Pays de Loire qui seront présents, le CREPS et un certain nombre d'autres organismes, ainsi que des athlètes, dont un athlète, donc Alexandre Dipoco, qui est soutenu par le Crédit Coopératif, qui sera présent. Ok, merci. Est-ce que Sébastien et Bernard, vous pouvez juste vous présenter rapidement avant qu'on commence à faire le tour de table? Donc, Sébastien Deviche, désolé pour... ouais, voilà, le centre. Donc, Sébastien Deviche, directeur des centres d'affaires. Alors, actuellement, de 2 centres d'affaires, Angers tout récemment et Le Mans. Donc, j'ai été muté, j'étais auparavant donc, directeur des centres d'affaires du Mans. Je suis muté à Angers et je gère encore Le Mans le temps qu'effectivement une nouvelle directrice arrive au Mans. Donc, je vous salue, je connais quelques-uns d'entre vous, donc je vous salue bien, et puis on aura l'occasion d'échanger sûrement ou au Mans ou à Angers. Voilà, merci Sébastien et Bernard Beau. Moi, je suis le responsable du centre d'affaires du Crédit Coopératif à Nantes qui rayonne sur les départements du 44 et du 85. Ok, super. Eh ben, on va commencer à aller au fond de la rue. En fait, ce qui est assez étonnant, enfin, ce qui est assez, c'est qu'on a 3 structures qui travaillent toutes les 3 sur la culture et sur l'accessibilité en termes de handicap. Et donc, au fond de la rue, donc l'idée c'est que je pitch et après vous complétez si ça va pas ou s'il faut ajouter une chose. Donc, en fait, vous avez été lauréat en 2016 sur le département de la Mayenne et l'idée, c'était dans le cadre du festival au coin de la rue, d'avoir une approche plus particulière sur les personnes en situation de handicap, en particulier auprès des musiques actuelles. Donc, c'est un projet qui était assez global sur le fonctionnement, enfin, le soutien a été apporté sur le fonctionnement global du festival, mais peut-être que vous voulez compléter et expliquer un peu ce que vous faites dans le cadre du festival et en particulier sur les personnes en situation de handicap. Et je vous laisse parler. Oui, merci. Donc effectivement, du coup, au fin de la rue, effectivement, c'est une association qui a pour objectif de faire vivre la culture en milieu rural. Et entre autres, comment dire, on anime notre territoire sur des rendez-vous un petit peu ponctuels dans l'année et entre autres notre festival du coup éponyme, hein, donc qui s'appelle Festival au fond de la rue, qui est le premier week-end de juillet. Notre volonté, sur tous nos événements, on a 3 grandes valeurs transversales hein, qui sont la prévention, le développement durable et donc l'accessibilité. Et entre autres l'accessibilité pour développer un peu plus cette partie, puisque c'était un petit peu le sujet de notre prix, de notre prix en 2016. Donc c'est vraiment de favoriser l'accessibilité à tous sur le festival, pour tout type donc très lié au handicap, tout type de handicap. Donc on met plusieurs choses en place par rapport aux différents types de handicap.
Donc, que ça soit le handicap moteur où on est plutôt sur, on a un parking dédié avec une navette PMR qui permet d'accompagner les personnes jusqu'à l'entrée du festival. Il y a une équipe de 45 bénévoles qui est présente sur l'accessibilité pour accompagner justement les personnes en situation de handicap sur différents besoins pendant le festival. Au niveau du handicap moteur, on met en place aussi des plateformes PMR qui permettent du coup de voir nos différentes scènes de manière optimale. On a aussi forcément des toilettes accessibles. Au niveau du handicap visuel, on propose d'ailleurs depuis 2016, peut-être 2015 même, des concerts en chant signé. On a du chant signe sur certains de nos concerts, pas tous, mais on a toujours 4-5 concerts plutôt sur les grosses têtes d'affiche qui sont chant signés. On met à disposition aussi ce qu'on appelle des sub-packs, donc qui sont des gilets vibrants qui permettent de ressentir les vibrations, surtout sur plutôt les vibrations qui viennent des basses. Pendant les concerts, on met aussi des boucles magnétiques qui permettent à des personnes ayant des casques auditifs d'avoir une écoute optimale de chaque concert. On essaye d'utiliser des supports aussi adaptés pour tout ce qui est handicap mental et psychique avec des questions rétroéclairées, de la signalétique adaptée en fait, hein, ou des guides avec ce qu'on appelle en FALC, en français facile. Voilà un petit peu pour tout ce qu'on peut mettre en place sur le festival, vraiment lié à cette accessibilité. Et on essaye de continuer, hein, du coup, de pérenniser cette action, en fait. Donc en investissant chaque année sur des rampes PMR ou à racheter notre lot de toilettes PMR. Enfin voilà, on essaye de pérenniser en tout cas ces actions et de développer aussi un peu plus sur nos actions ponctuelles de l'année, sur nos petits événements plus petits qu'on a toute l'année. Voilà un petit peu pour la présentation. Je ne sais pas si vous souhaitez en connaître plus. Non, mais en fait, après, on fait juste un rapide tour de table et après, on pourra échanger. Moi, j'ai déjà quelques questions. Enfin, ça me fait penser à 2-3 choses. Donc, je vous propose qu'on chacun note les questions qu'on se pose sur les lauréats et puis après, on échangera un peu. Oui, d'accord. Okay. Voilà, en tout cas, pour rester sur la partie accessibilité, voilà un petit peu les infos que je peux vous transmettre. Super. Et vous verrez que donc il y a évidemment Culture SF à qui je vais donner la parole, mais en fait il y a d'autres structures qui travaillent sur l'accessibilité, qui ne sont pas forcément sur la culture ou la musique, mais qui travaillent aussi sur ces questions-là. Ça pourrait être intéressant justement d'échanger sur, même si vous ne travaillez pas sur les mêmes populations ou les mêmes espaces, en tout cas c'est les mêmes ambitions, les mêmes enjeux. Ok. Ils ne sont pas encore arrivés POC, mais alors donc je passe la parole à Culture SF, je vais vous en parler, et puis après je vous laisserai la parole. Vous êtes donc lauréat de cette année donc, sur Nantes, et vous travaillez déjà depuis longtemps hein, sur l'accessibilité en langage des signes. À ce propos, on était passé par vous pour le site internet de la Fondation, donc on se connaît un petit peu. Et surtout, en fait, cette année, vous avez reçu le prix régional de l'inspiration parce que votre proposition, c'est justement d'identifier tous les festivals ou tous les événements qui ont une approche inclusive et d'accessibilité et de les référencer vers une plateforme dans laquelle les publics malentendants ou sourds pourront justement voir dans quel spectacle ils pourront voir et qui leur seront accessibles. Donc, vous êtes une plateforme qui est sur Nantes, mais l'idée, c'est bien d'avoir une ambition nationale pour que justement tout le monde puisse accéder à des événements culturels. C'est ça. C'est bien résumé, merci. Nous, on a été créé en 2015 et donc ça fait 7 ans qu'on agit à l'interface entre les structures culturelles et les publics sourds. Notre service, en fait, il a 5 missions. La première, c'est de faire du conseil en accessibilité et d'accompagner les structures dans la création d'offres accessibles avec des professionnels sourds notamment. On valorise beaucoup, notamment les guides sourds dans les musées, l'accompagnement, l'accueil en langue des signes sur les festivals, les événements, etc. L'accompagnement des structures aussi, comme ça a été dit tout à l'heure sur le fond de la rue, pour les gilets sub-pack, etc., notamment à la folle journée, par exemple.
On fait beaucoup de vidéos en langue des signes, donc que ce soit pour des musées avec des parcours en visio-guide, ou bien des teasers en langue des signes, ou bien des vidéos pour des sites, etc., avec un traducteur sourd. On intervient donc sur la formation. On est certifié Calliope pour former les équipes qui travaillent avec les publics sourds sur comment accueillir ces publics-là, quelle culture spécifique ils ont, etc. On fait de la communication et de la diffusion. C'est un gros volet puisque on s'est rendu compte que finalement les structures culturelles proposaient souvent des chouettes projets, mais ne trouvaient pas forcément les publics au rendez-vous et que ça venait beaucoup de la com et de la diffusion et des outils qui étaient très spécifiques pour ces publics-là. Et donc, c'est de ce point-là qu'est sortie vraiment cette idée de plateforme, puisqu'on était très sollicité par des structures culturelles de toute la France pour relayer les infos. Et ça constituait quasiment un boulot à temps plein, en fait, donc on ne pouvait pas se permettre de faire ça tout le temps. Et on a bien senti que c'était un outil qui était un besoin identifié sur le territoire, après différentes enquêtes culturelles qu'on a faites. Et donc, l'idée, voilà, c'est de mettre en place un outil commun au service des structures comme des publics. Que ce soit vraiment une plateforme pour rejoindre finalement ces deux mondes-là. Ok, super. Et on a eu aussi le prix de la Fondation pour l'audition cette année. Donc c'est une belle, c'est très complémentaire en fait à votre prix à vous. Et c'est toujours agréable d'avoir voilà, un regard extérieur qui valorise nos actions. Parce que nous, on est toujours convaincus sur le terrain de la pertinence. Mais voilà, en tout cas, vos soutiens sont vraiment très importants pour nous. Merci. L'idée, c'est au-delà du soutien, c'est de faire, c'est ce qu'on fait ici, c'est de voir aussi comment on peut être utile pour faire connaître le projet auprès d'autres acteurs du territoire. Est-ce que Sabine, on peut passer à vous au hasard? Bonjour, excusez-moi pour mon retard. Non, pas de souci. Donc vous, Sabine, en fait, vous étiez lauréate nationale en 2018. Vous représentez la coopérative funéraire de Nantes. Et on est assez. Donc en fait, l'initiative, elle est issue plutôt d'une approche canadienne que vous avez intégrée en France, que vous avez fait venir en France. Et en fait, vous traitez d'un sujet qui n'est pas forcément très drôle, qui est le deuil et la partie funéraire. Et en fait, vous êtes la première coopérative, donc en termes d'organisation, vraiment une coopérative qui va traiter de tout les enterrements, quoi. Sauf que vous avez une approche beaucoup plus humaine, puisqu'il y a vraiment une approche plus sensible et beaucoup moins business que pourraient le faire d'autres grandes enseignes qu'on connaît. Et puis, vous aviez aussi, et c'est pour ça que le prix avait été abordé, au-delà du modèle coopératif, il y avait aussi une approche environnementale qui avait été faite avec des cercueils en base de carton ou de matière recyclée. Est-ce que vous voulez compléter, nous dire où vous en êtes? Parce qu'au début, c'était en 2018 et vous aviez un projet d'essaimage dans toute la France. Je sais qu'il y a d'autres coopératives qui sont nées, mais peut-être que vous pouvez nous en parler. Oui, donc la spécificité de la coopérative funéraire de Nantes, donc effectivement, c'est un mouvement qui est né au Québec dans les années 40 et qui s'est beaucoup développé du fait de l'exploitation du deuil et du chagrin dans le secteur et qui a émergé parce qu'à l'époque, les gens étaient obligés de s'endetter pour organiser des funérailles dignes. Voilà. Nous, on n'a pas connu ça en France parce que la compétence d'organisation des funérailles est une compétence communale, donc c'était géré en fait par les communes. C'était un monopole communal, la gestion des pompes funèbres. Et en 93, c'est un marché qui a été ouvert à la concurrence. Et en gros, on est arrivé un petit peu à ce qui s'est passé au Québec avant. L'ouverture à la concurrence du marché a entraîné une augmentation des prix. Et en général, ce n'était pas trop dans l'intérêt des familles. Ça a d'ailleurs été pointé en 2019 par la Cour des comptes dans un rapport totalement édifiant. Donc nous, on s'est dit que compte tenu de ce qui se passait sur le marché du funéraire en France, la création de s'inspirer de ce qui s'est fait au Québec et de créer des coopératives, ça pouvait être plutôt pertinent. Et alors, au Québec, ce sont des coopératives de consommateurs. Nous, en France, on a créé des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif.
Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une SIC, mais quand je dis pour un peu synthétiser, c'est une espèce d'hybride entre l'entreprise privée et l'association. Puisque effectivement, on fonctionne à 100% par la vente de prestations d'organisation de funérailles, hein, puisqu'on est une pompe funèbre comme les autres. On se différencie par la richesse qui est créée par la vente de prestations, sur la manière dont elle est réinvestie, inutilisable par les sociétaires, c'est-à-dire que personne ne peut s'enrichir sur la création de valeur qui est faite au sein de la coopérative, puisque tout reste dans la coopérative, et sur la redistribution de la richesse, puisque l'intérêt de la coopérative, c'est que la richesse qui est créée soit redistribuée sur des actions non lucratives. Accompagnement au deuil, information, sensibilisation. Exemple concret, on organise beaucoup de conférences qui sont gratuites et bénévoles, qui sont financées par la coopérative, on va dire, en tout cas notre temps, pour informer, sensibiliser sur les enjeux de la consommation dans le secteur, parce qu'on est convaincu que plus les gens seront informés en amont, moins il y a de risques qu'ils se fassent avoir le jour où ils auront besoin de funérailles. Ça peut concrétiser aussi par des actions sur systématiquement toutes les familles qui organisent des funérailles avec la coopérative. On leur propose des groupes de parole pour les endeuillés qui sont animés et payés par en fait la coopérative et qui sont animés par une psychologue qui est spécialisée dans l'accompagnement au deuil, en se disant que c'est pas parce que les funérailles sont finies qu'on peut pas continuer à être en fait accompagnant et ressources. Et effectivement, la dimension, on a la dimension éco-responsabilité très présente au sein de la coopérative, mais de manière vraiment transversale sur toutes les actions qu'on peut mener. Ça va de la manière dont les salariés aussi sont intégrés à la gouvernance, puisque dans une SIC, les salariés sont partie prenante dans la gouvernance. La manière dont les conditions de travail en fait qu'ils ont, ça va aussi dans la manière dont les relations qu'on va entretenir avec nos fournisseurs, nos prestataires de services, mais également les familles. Et ça va aussi intervenir sur effectivement les produits qu'on peut proposer. Mais en fin de compte, les produits, ça reste très accessoire, puisque la question des co-responsabilités dans les funérailles, c'est quelque chose d'assez global. Donc, il y a le cercueil en carton, mais quelque part, c'est un peu un produit d'appel parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de ce que c'est l'éco-responsabilité, la RSE dans le secteur, puisque c'est un secteur qui ne traite pas très bien ni les familles, ni les gens qui y travaillent. Donc, c'est un très gros sujet pour nous. Donc voilà un peu la coopérative. Et du coup, on a des réflexions avec nos sociétaires, parce qu'aujourd'hui, la coopérative de Nantes, c'est plus de 1100 sociétaires, personnes physiques et personnes morales. Donc, c'est un très, très gros collectif, avec des partenaires comme des mutuelles ou la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, entre autres. Et c'est vrai que nos sociétaires, on les mobilise aussi pour la réflexion sur comment on peut faire mieux, comment on peut avoir plus d'impact. Et l'impact, il passe aussi, donc j'étais assez sensible par rapport aux deux structures là qui sont présentées au fond de la rue, et puis Culturel SF, Culturel SF, j'espère que je l'ai bien dit, sur l'accessibilité à l'information. Le sujet du décès et des funérailles, il concerne tout le monde. Et il a été évoqué la possibilité de pouvoir travailler sur des outils, en fait, pour pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre sur comment on permet, en fonction des différents handicaps qui peuvent être connus, on permet aux personnes de choisir aussi, ou bien d'être informées de inhumation, crémation, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je veux une cérémonie religieuse ou une cérémonie civile, enfin il y a plein de sujets, parce que nous on a des outils, mais ils sont aujourd'hui pas accessibles, et je suis pas sûre que ce soit un secteur qui ait beaucoup abordé le sujet. Sur l'accessibilité de l'information au plus grand nombre. Donc là, je pense qu'il y a peut-être moi, je pense que cette réunion va me permettre de contacter aussi des gens qui pourraient être ressources pour nous, ou bien créer des partenariats, en tout cas, pour pouvoir travailler sur ce sujet-là. Et effectivement, dernier point, la coopérative de Nantes est née en 2016. Elle a donné envie à d'autres structures
qu'on a accompagnés ou pas, en tout cas, d'émerger sur le territoire. Et aujourd'hui, on en a plusieurs qui sont en activité. On en a une à Rennes, on en a une à Bordeaux, on en a une à Caen, il y en a une qui va ouvrir à Angers, il y en a une qui est en projet aussi sur La Roche-sur-Yon. On en a une autre sur Tulle et on a plein de projets sur Lyon, Toulouse, Strasbourg. Enfin, il y en a un peu partout sur le territoire. Et on s'est structuré en fait en fédération pour justement essayer d'accompagner la création de nouvelles structures sur le territoire national. Voilà. Ok, super. Bonjour Laurent et bonjour Julie. Je vais revenir un petit peu en arrière. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Et T'es en on va- voiture, Laurent? Ah oui, je sors d'un rendez-vous, ma chère Sabine. Tu vois, je me suis mis à l'arrière de mon carrosse pour pouvoir me poser le micro sur les genoux. Voilà, donc c'est fait. Juste Laurent, on va laisser la parole à Julie, comme ça on aura fait les trois structures culturelles qui travaillent sur l'accessibilité. Et en partie, enfin, POC, c'est plus dans le cadre des festivals des Trois éléphants. Donc on est plutôt en Mayenne et vous étiez lauréat en 2020. Alors oui, pas de chance, c'est arrivé en pleine première pandémie. Donc les remises de prix ont été un peu compliquées. Mais c'est l'occasion aussi aujourd'hui de rattraper un peu le temps perdu. Et vous, en fait, POC, vous êtes toujours donc, sur le même public des festivaliers, mais vous avez vraiment un travail sur l'approche éco-responsable et en particulier sur la gestion des déchets. Il y a plein de festivals qui commencent à réfléchir là-dessus, mais vous, déjà, vous aviez un peu pris de l'avance. Et vous avez, alors, c'est le projet lauréat a été sur la conception de cendriers en terre cuite, il me semble, pour les mégots de cigarettes, mais évidemment, vous faites plein d'autres choses. Je vous laisse compléter et nous dire un peu depuis 2020 comment vous voyez les choses, comment vous avez évolué. Oui, bonjour, moi je m'appelle Julie, je suis chargée des actions culturelles pour l'association POC, 6 par 4, 3 éléphants montent dans le bus. Je n'ai pas suivi moi ce projet du coup de mégotier en tout cas, pour lequel POC a été lauréate. Mais l'idée générale en tout cas, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des publics du territoire tout au long de l'année et de concevoir des projets sous forme de parcours qui puissent, en fin de compte, permettre à chacun de faire en sorte que l'événement lui soit sien. Et donc, du coup, en s'appuyant sur les valeurs de l'association, donc les valeurs de développement durable, d'accessibilité, on essaye du coup de permettre en tout cas à chacun, chacune de pouvoir s'investir sur le festival. Et donc du coup, ce projet qui avait été porté par ma collègue à l'époque s'inspirait aussi s'inspirer et s'appuyer beaucoup sur le réseau de partenaires qu'on peut avoir dans le secteur médical, mais aussi dans le secteur du handicap, dans le secteur aussi de l'enseignement. Voilà. Vous pouvez préciser pourquoi? Pardon? Vous pouvez préciser pourquoi ces partenaires-là? Pourquoi ces partenaires-là? Parce qu'en fin de compte, on permet à tout le monde de pouvoir accéder au festival et souvent l'entrée pratique de faire ensemble. Par exemple, là, l'idée, c'était donc du coup de mettre en place, de sensibiliser en tout cas les publics au développement durable. On a trouvé, on est parti du coup d'un besoin du festival qui était du coup le besoin du festival était du coup de pouvoir récolter ces micro-déchets qui étaient les mégots, suite à une commission qui s'appelle la Brigade verte de bénévoles ici, qui avait repéré en fin de compte ces micro-déchets sur le festival. Et l'idée, c'était de travailler en alliance avec cette commission de bénévoles et les publics qui voulaient bien s'investir avec nous là-dessus. Du coup, on a travaillé avec l'association Unicité, mais aussi une association du handicap sur la création de ces mégotiers.
Et puis, on a aussi fait découvrir le festival lors d'une visite à ces publics qui se sont investis sur un parcours d'une année. Et puis également sur du bénévolat, donc ce qu'on appelle le parcours engagement associatif. Voilà. Donc, on essaye en tout cas que ça ait du sens pour les publics et que ça réponde à un besoin aussi chez nous et qu'on puisse trouver en fin de compte un lieu commun pour s'engager ensemble sur une des thématiques. Super, merci beaucoup. Allez, donc Laurent, l'idée c'est que je pitch et après vous complétez s'il y a des choses à compléter ou pour nous dire un peu ce que vous êtes devenu depuis le lauréat. Donc Laurent, vous représentez, vous êtes le gérant de la coopérative Vérifiable. Donc vous avez été lauréat national en 2021 et donc vous connaissez la coopérative funéraire de Nantes puisque vous êtes sur le même lieu aussi. Et en fait, vous, votre particularité, c'est de proposer des services de nettoyage donc auprès des entreprises et des particuliers, avec en vous appuyant aussi sur des personnes migrantes pour en fait leur donner un travail aussi à plus-value, avec une forte plus-value sociale et environnementale, puisque l'idée, c'est bien toujours dans cette idée de coopérative, c'est bien les salariés qui prennent en main en fait leur emploi du temps, leur lieu de travail, etc. Donc il y a une approche très humaine de ce secteur qui est dur et qui a tendance à un peu, en tout cas pour le service un peu commercial, un peu plus marchand, à être un peu plus sur des cadences très dures. Et l'idée, c'était aussi de favoriser des conduites éco-responsables puisque les personnes se déplacent en vélo cargo dans leur coin de ville. Non? Non, C'est pas ça? on a un projet effectivement de Ah, le projet, développement pardon. avec des quadricycles électriques. Il est dans le tube, mais il n'y a pas de vélo cargo encore chez nous. Voilà, Pardon. Non, alors c'était le quadricycle. ça peut s'étudier, mais voilà, il y a des problématiques d'investissement et de stationnement de ces vélos parce qu'on a du public qui majoritairement, ou des salariés qui majoritairement sont des personnes qui vivent dans des cités. Et les vélos cargo, il n'y a pas toujours les endroits pour pouvoir les stocker. Donc, ça veut dire des investissements en location de locaux ou de garages qui soient suffisamment sécurisés pour pouvoir sécuriser leur outil de travail. Donc, il y a des problématiques qu'on creuse. Voilà, le vélo est une solution. Le quadricycle électrique de type Amitz et Citroën nous semblait quelque chose de plus adapté parce que on est un peu plus à l'abri aussi quand on fait ce genre de métier. Ça peut permettre aussi de transporter un matériel. La difficulté, c'est comment on recharge ce genre de choses lorsqu'on habite dans une cité et qu'il n'y a pas du tout de borne de recharge. Donc, ça suppose qu'il faut venir percevoir cet outil au bureau, ce qui n'est pas particulièrement pratique parce qu'on sectorise nos activités et voilà, on décide que quand on travaille en Nord-Loire ou qu'on habite en Nord-Loire, c'est plus facile de travailler à proximité de son lieu de domicile. Donc, s'il faut venir chercher le véhicule au siège qui est, en l'occurrence, sur le nord de Nantes, et qu'on habite au sud, ça multiplie les trajets et c'est pas bon ni pour l'intervenant parce qu'il perd son temps, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour économiquement. Donc, pour l'instant, ce projet est au stade de l'étude, de la confirmation. On voit comment ça peut être mis en œuvre. Je pense que Carburpera pourra rebondir après. Est-ce que juste vous pouvez repréciser un peu ou reformuler rapidement, Laurent, votre activité, parce qu'il y a aussi d'autres structures qu'il faudra qu'on passe après et on aura un temps d'échange dans un deuxième temps. Alors, le plus rapidement possible, donc, à l'origine, par rapport à ce que j'ai dit. Le projet a été amorcé par d'anciens salariés d'un grand groupe de nettoyage industriel. Ça a son importance puisque c'était déjà des personnes qui étaient implantées dans ce type de métier. L'idée, c'était de créer une structure qui nous permettait de vivre plus dignement de notre métier. Il se trouve que les fondateurs initiaux, qui étaient 5 personnes, étaient tous d'origine étrangère, ne connaissaient pas leurs droits, ne parlaient pas le français correctement. Par contre, ils étaient très, très efficaces en termes de réalisation de prestations, puisqu'ils avaient tous au moins entre 10 et 15 ans d'expérience sur le terrain.
Et on s'est dit qu'on pouvait créer quelque chose ensemble et on a créé ce modèle avec une coopérative d'activité et d'emploi, même deux, l'une pour le service à la personne, l'autre pour les professionnels. Ça s'appelle l'Ouvre-Boîte 44 et COP chez vous, et ça nous a permis d'amorcer ce projet d'entreprise avec des personnes qui étaient véritablement éloignées de l'entrepreneuriat et même des profils habituels de démarche dans ce secteur d'activité en tant que responsable d'unité. Et donc, on a créé ce projet collectivement. Le projet a fait boule de neige rapidement, puisque les clients ont cerné à la fois la qualité des prestations, qui était notre carte maîtresse, hein, puisqu'on s'appelle vérifiable. Donc, derrière ça, il y a une notion de qualité, bien évidemment, mais on a essayé de valoriser le métier en le rendant accessible à des personnes qui sont capables de payer le prix juste. Et c'est là que l'importance de notre évaluation des temps d'intervention se fait non pas par un commercial en cravate qui n'a jamais tenu un balai ou un aspirateur de sa vie, mais par les gens de terrain. Donc, chaque site que l'on visite est évalué par le prestataire lui-même qui va jauger son futur temps d'intervention. Et ça change tout. Parce qu'effectivement, l'approche, elle est plus nécessairement économique, elle est pragmatique. Combien j'ai besoin de temps pour assurer à mon client une satisfaction de prestation à coup sûr, sans être hors norme, mais de façon à pouvoir générer les choses dans une logique de cohérence. Ce qui, malheureusement, dans ce genre de métier et dans ce genre d'univers est assez rare, où on a forcément, malheureusement, privilégié l'aspect capitaliste, économique, plutôt que l'aspect humain. Et on a observé effectivement une déshumanisation du secteur. Donc, on a inversé la charge de l'imputation, on va dire, des temps d'intervention en impliquant nos prestataires eux-mêmes, c'est-à-dire en les apprenant aussi à évaluer correctement les choses sur le terrain. Et puis en leur permettant également d'avoir des parcours professionnels dans l'entreprise qui leur permettent de monter les marches. Parce que rester derrière un balai toute sa vie, c'est bien, mais ce n'est pas particulièrement valorisant. Et quand on a une expérience de 10 ans, 15 ans, avec un physique qui s'use, hein, ce genre de métier est extrêmement pénible, il faut qu'on a réussi à trouver effectivement une passerelle qui permet à ces gens de terrain de devenir des piliers de l'entreprise, ce qu'on appelle chez nous des intégrateurs et des intégratrices. Alors, certains diront que ce sont des chefs d'équipe. Moi, je dirais pas du tout. Ce sont des gens qui sont capables de transmettre un savoir-faire, ça c'est une chose, parce qu'ils ont l'expérience de au moins 10 ou 15 ans de pratique. Mais c'est surtout un savoir-être, parce que cette coopérative dont le projet a aujourd'hui 10 ans d'existence, il a été amorcé il y a 10 ans, a une philosophie particulière qui demande effectivement une certaine acculturation, et l'intégration des nouvelles recrues passe obligatoirement par des phases de formation sur le terrain, mais également d'acculturation à l'esprit de l'entreprise, qui est totalement différent que ce qu'on trouve dans d'autres secteurs industriels de ce métier. Voilà, l'humanisation, la phase d'interconnaissance. Pour nous, c'est très important de savoir avec qui on travaille, d'où ils viennent, quels sont leurs parcours. J'entendais souvent certaines de mes collègues intégratrices dire écoutez, nous, on nous a aidés, tu nous as aidés lorsqu'on est arrivé, tu nous as tendu une main, maintenant c'est à notre tour de tendre la main à des personnes qui seraient capables finalement d'assurer ce genre de métier. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Et pour simplifier, juste 2 petites minutes ou 2 petites secondes, depuis que nous avons eu le prix alors local, régional et national de la Fondation du Crédit Coopératif, beaucoup de choses ont changé chez nous. Le marché a énormément évolué aussi, c'est-à-dire que la demande est plus qu'exponentielle. Donc, c'est une très bonne chose. On croule sous les demandes de clients. Mais malheureusement, en face, on a une situation au regard de l'emploi dans notre région qui est extrêmement tendue, et il nous est très, très difficile d'obtenir des nouvelles recrues. On génère de nouveaux partenariats avec des associations d'insertion, des ETTI, mais ça reste extrêmement limité. Et ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour faire face à l'énorme demande que nous avons
à tel point que, pour vous donner un exemple, je ne réponds plus au téléphone, j'ai simplement un répondeur qui dit que nous sommes complets et que si les gens veulent s'inscrire sur une liste d'attente, il faut qu'ils nous envoient un mail pour pouvoir éventuellement faire appel à nos services lorsque nous aurons formé et recruté de nouvelles personnes. Donc, c'est très, très, très frustrant. Des choses très positives, mais en termes de développement, ça reste extrêmement limité. Ok. Je vais en profiter pour donner la parole à Carbure Pera, parce que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose, un petit lien à faire. Donc, vous êtes sur Le Mans, vous avez été lauréat en 2021, donc il y a l'année dernière. Et en fait, vous proposez, vous, des locations incluant aussi les réparations, la formation, etc., de vélos, cyclomoteurs et de voitures, mais à des personnes en recherche d'emploi, en milieu rural, plutôt, je crois, ou des personnes qui sont intérimaires en formation, parce que l'idée, c'est bien pour pouvoir aller travailler. En fait, parfois, la voiture, même si en ce moment, c'est compliqué avec les carburants, mais voilà, la question de la mobilité vraiment se pose sur les personnes en recherche d'emploi. Et donc, vous les aidez à répondre à cet enjeu. Est-ce que vous voulez compléter ou nous dire un peu comment vous évoluez depuis l'année dernière? Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous présente déjà les excuses de Cathy Bataille qui n'a pas pu être présente ce matin, ma directrice de l'association. Donc, je la remplace pour votre rencontre. Donc, pour un petit peu visualiser Carbure Pera, nous sommes une association qui travaille la mobilité avec plein de dispositifs, si je veux appeler ça comme ça, avec notamment de l'accompagnement mobilité, avec différents services comme la plateforme mobilité de la Sarthe. On travaille également pour les bilans Pôle emploi pour faire un accompagnement pour les demandeurs d'emploi et également des accompagnements pour les intérimaires. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est accompagnement mobilité sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. On parle vraiment d'accompagnement pour différents publics. Carbure Pera, c'est aussi tout ce qui est apprentissage et éducation routière. Nous faisons de l'apprentissage sur la piste d'éducation routière d'Arnage, d'où le nom Pera dans le nom Carbure Pera. Donc effectivement, nous avons tout ce qui est apprentissage, vélo électrique, scooter, mobylette encore pour certains. Ça, c'est de plus en plus rare, mais il y en a encore. Avec les passages, du permis AM qui est anciennement le BSR pour, ceux qui auraient connu, qui est le permis obligatoire pour conduire un scooter en fonction de l'année de naissance. On travaille aussi auprès des publics, des scolaires. Les scolaires, certains établissements scolaires viennent sur la piste avec, nos moniteurs pour justement aussi apprendre les règles de circulation et les règles de bonne conduite en vélo. Prochainement aussi, peut-être en trottinette parce que tout ça se développe. Donc on travaille aussi auprès des publics scolaires, des personnes aussi en situation de handicap. On a vraiment un très large public au sein de l'association. Et on a effectivement la partie location, location solidaire qui permet à nos différents publics de pouvoir bénéficier de location à tarif solidaire pour pouvoir se rendre en emploi. Donc, tout ça, nous, c'est uniquement par contre sur prescription. Donc, pour les demandeurs d'emploi, les jeunes de la mission locale, les bénéficiaires du RSA, les intérimaires, voilà, toute personne qui pourrait être éligible et qui a un problème de mobilité pour son insertion professionnelle. Donc, nous avons en location des vélos électriques, euh, quelques rares mobylettes, mais on en a encore, et des scooters et des voitures. Donc effectivement, la location est un très, très gros service au sein de l'association. C'est du quotidien, c'est tous les jours. Tous les jours, nous avons des appels, des demandes de personnes qui sont en problématique de véhicules pour pouvoir se rendre en emploi. Donc effectivement, c'est notre gros dossier, on va dire, de l'association. Et nous avons depuis cette année, depuis début février 2022, l'ouverture du garage solidaire, du coup, qui fait partie aussi de l'association Carbure Pera sous forme de chantier d'insertion. Donc, nous avons actuellement 17 salariés en insertion qui sont à la fois sur la mécanique, donc la réparation de véhicules, et qui s'occupent aussi du coup de la location, et 4 agentes administratives actifs, puisque du coup nous avons un homme, qui s'occupe du coup de toute la gestion garage, location pour notre association. Donc c'est vrai que Carbure Pera, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de dispositifs, mais tous avec l'objectif de pouvoir aider au mieux les personnes dans leur insertion professionnelle par le biais de la mobilité au sens très large, de pouvoir trouver les meilleures solutions
en lien avec la conjoncture actuelle, avec l'aspect économique et écologique des choses. Donc, c'est vraiment notre quotidien, c'est accompagner au mieux les personnes qui en ont besoin. J'espère que j'ai répondu au mieux aux questions. On continue le tour de table. Est-ce que, Valentina, donc voilà, vous représentez l'association AFALAC, donc vous allez être lauréate de cette année sur Le Mans. Et vous, en fait, vous avez proposé dans des espaces interculturels de favoriser justement l'apprentissage de la langue en encourageant la lecture entre parents et enfants pour vraiment apprendre la langue française, parce que vous êtes dans un contexte multiculturel assez dense au Mans, et donc vous favorisez justement l'apprentissage du français avec un dispositif très, très spécifique. Vous voulez nous en parler un peu plus? Oui. Du coup, AFALAC, effectivement, est une association qui est basée au Mans. Et nous travaillons pour accompagner les publics qui sont en contexte de diversité linguistique et culturelle. Et effectivement, le but, c'est de favoriser les interactions parents-enfants, de développer le langage, mais pas seulement pour l'apprentissage de la langue française, parce que notre but est surtout aussi d'essayer de valoriser la langue familiale pour favoriser aussi le développement d'un bilinguisme harmonieux, on va dire, qui mette en valeur tout ce répertoire qui est présent dans les familles de notre territoire. Et du coup, nous travaillons avec les familles, dans les écoles, ici au Mans, et dans des collèges, dans les adultes. Et le projet pour lequel on avait reçu le prix est en effet un projet à destination de la toute petite enfance, parce que c'est le public qu'on touche encore un peu moins, du coup les 0-3 ans. Et pour mettre en place effectivement toute une série de dispositifs, donc des espaces interculturels, donc des espaces pour lire en bilingue avec les parents, des sacs à histoire, donc des sacs qu'on fait circuler avec des histoires en plusieurs langues, des petits jeux, et des sacs qu'on fait circuler dans les familles, et des actions pour pouvoir construire des choses avec les parents, pour qu'ils soient acteurs et pour qu'ils mettent à profit leurs compétences dans d'autres langues, parce que c'est quand même quelque chose à valoriser. Voilà, donc pour l'instant, on est en pleine production de ressources. Là, pour l'instant, on a créé une 50aine de sacs à histoire avec albums, traduction dans une vingtaine de langues, des petits jeux associés, et on est en train d'établir en gros notre mode de fonctionnement pour les animations avec les écoles, en particulier, en ce moment. Voilà. J'essaie d'être... je ne vous entends pas. Je crois que vous avez coupé le micro. Oui, j'avais coupé le micro, pardon. Oui, je disais, en plus, oui, effectivement, vous travaillez avec des écoles maternelles, enfin des écoles pour justement avoir cette approche complémentaire de l'éducation, quoi. Mhm. Et au niveau des types de nationalités, des types d'histoires, comment vous fonctionnez? Vous pouvez nous préciser un peu les choses? Alors, on essaie de répertorier quelles sont les nationalités et surtout les langues les plus présentes. Après, ça dépend du quartier, ça dépend de l'école et souvent aussi de chaque classe, que ce soit école élémentaire, école maternelle, voilà. Et on demande à nos réseaux de bénévoles et à des traducteurs professionnels, parfois pour certaines langues très pointues, par exemple d'Afrique, de nous fournir des traductions. On crée des livrets pour accompagner des albums de littérature de jeunesse en français, qui sont en français. Mais comme ça, les familles peuvent avoir accès à ces albums dans leur langue. Du coup, une littérature quand même de qualité et dans leur langue. Après, on essaie aussi de faire accéder à la culture de manière plus générale. Du coup, on développe plusieurs projets avec les médiathèques, les bibliothèques. L'année dernière, on a travaillé pour rendre une exposition au musée de TC multilingue, axée sur le plurilinguisme, du coup. Et voilà, le but étant toujours d'accompagner les familles et valoriser en tout cas leur situation transculturelle et bilingue, on va dire. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un des Tibouilles est là, est arrivé? Pas, non, on va enchaîner. Est-ce que Sébio Lanjou est arrivé?
Et Carlotta, on l'a vu. Matière grise, est-ce que je crois quelqu'un est arrivé pour... Oui, oui. Oui, Oui, Thibaut. Ah oui, pardon, je oui. vous avais pas vu, vous étiez caché. Donc, Voilà. Matière grise, vous êtes aussi un lauréat de cette année sur le Maine-et-Loire. Et vous avez une approche, on parle toujours en termes d'acculturation et d'accessibilité. En fait, vous, votre sujet, c'est le recyclage des matériaux. Donc, c'est aussi réexpliquer comment, à partir de déchets issus du BTP, on peut envisager du réemploi et sensibiliser les particuliers, mais aussi les professionnels à cette question-là, sachant qu'en 2023, il va y avoir un gros enjeu réglementaire sur le recyclage des matériaux du BTP. Et vous avez en particulier, le projet qui a été soutenu par la Fondation, c'est vraiment ce programme d'acculturation pour casser un peu les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur le recyclage des matériaux du bâtiment. Est-ce que c'est ça? C'est ça, mais on parle vraiment uniquement de réemploi. On parle vraiment uniquement de réemploi, dans le sens où le réemploi des matériaux, c'est vraiment avant le déchet même. Donc, c'est comment on récupère et on remet en circulation un matériau, soit pour son usage initial, soit pour un autre usage, avant même qu'il passe le statut de déchet. Parce qu'une fois que ça passe un statut de déchet, il faut le faire sortir du statut de déchet et c'est un peu compliqué. Mais sinon, en effet, c'est ça. Nous, on travaille sur 3 axes. On a un axe d'accompagnement professionnel, donc on appelle d'AMO, plutôt pour aider des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre à intégrer du réemploi dans des bâtiments. Donc, on l'a fait pour Emmaüs Angers, par exemple, qui a été inauguré le mois dernier. On a aidé à identifier des matériaux de réemploi dans le département du Maine-et-Loire pour les mettre dans la nouvelle construction. Donc, si vous passez à Emmaüs Angers, vous verrez ça dans la nouvelle salle de vente. On a un axe plutôt de réemploi opérationnel où là, on organise des chantiers de dépose participative ou alors des stockages d'entreprises pour justement remettre en circulation des matériaux de seconde main pour des usages de particuliers, de petites entreprises, de petits artisans. Et puis, notre troisième axe, c'est en effet cette question d'acculturation et de sensibilisation sur ce sujet parce que on existe depuis 2015, mais c'est véritablement depuis cette année que le sujet du réemploi des matériaux a pris un peu le vent en poupe. On a un peu galéré pendant quelques années afin de faire comprendre et découvrir ce processus qui n'a pas forcément bonne presse parce que qui dit matériaux de réemploi dit forcément usagé, donc peu fiable, avec des problèmes de normes, etc. Donc nous, on travaille auprès de la filière professionnelle de plus en plus et des collectivités d'un côté, et puis auprès des particuliers ou du grand public pour parler un peu du sujet, comprendre quels sont les impacts en fait aujourd'hui de matériaux du bâtiment et notamment de ces déchets, comment on déconstruit, comment est-ce qu'on requalifie la matière. Et le prix de la Fondation nous a aidé un peu à cofinancer les actions qu'on a mis en place un peu cette année et surtout l'année prochaine. On a par exemple suivi la déconstruction d'une piscine dans un quartier en rénovation urbaine, là, à Belle-Beille à Angers, où en fait on a à la fois organisé des visites de sites avant la déconstruction avec des classes d'école primaires, mais aussi avec des associations de quartier et des étudiants pour expliquer ce que c'est que la démarche de réemploi sur site juste avant la déconstruction. Et dans la foulée de ces visites, on a organisé une récupération collective avec des habitants sur place qui a permis comme ça à une trentaine d'habitants du quartier de récupérer différents types de matériaux, des bancs, des patères, des cloisons sanitaires, des poubelles murales. Il y a une association de quartier qui a aussi récupéré des éléments pour aménager une nouvelle salle pour l'accueil des enfants, etc., etc. Donc on essaye comme ça de conjuguer sur certains chantiers un travail un peu d'animation et de sensibilisation sur ce sujet-là de manière assez pragmatique, avec les élèves d'école élémentaire. C'était un peu un jeu de piste, un parcours pour comprendre ce que c'est que les différents matériaux dans un bâtiment et quelle est un peu leur trajectoire depuis la fabrication jusqu'au déchet. En l'adossant à des activités comme ça de récupération qui permet concrètement en fait de récupérer des éléments et d'éviter qu'elles partent à la benne. Donc c'est très complémentaire de ce qu'on fait en termes après d'accompagnement professionnel et ça permet petit à petit de développer un peu une culture de réemploi qui est plutôt à la base des gens qui sont très bricoleurs et de montrer qu'en fait c'est possible sur des choses assez
assez variés. Et en fait, ça favorise beaucoup la créativité des gens. On le voit bien quand des gens viennent chercher des éléments dans nos opérations. Souvent, ils repartent avec un peu plus ou alors ils changent d'avis sur des choses parce que en discutant, on se rend compte que on peut modifier les usages qu'on avait prévus à la base et trouver des solutions un peu concrètes. L'intérêt en plus qu'on a eu sur la petite action dont je vous ai parlé sur la piscine, c'est comme c'était une action de quartier, ça permet aussi à des gens de se rencontrer un petit peu et finalement des gens qui sont même isolés dans les quartiers de pouvoir discuter, savoir ce qu'ils font comme travaux, échanger sur des techniques, etc. Donc ça reste une portion assez congrue de notre association parce que c'est pas simple à faire financer et l'année prochaine on essaye un peu de construire un peu un système de parcours vis-à-vis de certains types d'acteurs. Donc, il y aura des échanges, par exemple, avec des architectes, plus spécifiquement parce qu'il y a des questionnements sur leur métier en tant qu'architecte, d'autres plutôt avec des particuliers qui ont des projets au long cours, plutôt avec des associations d'insertion qui peuvent aussi être en relation avec des publics qui ont besoin de matériaux parce qu'ils font des travaux chez eux de manière régulière ou pas. On va essayer un petit peu comme ça d'organiser ces rencontres d'acculturation autour de typologies d'acteurs qui ont des besoins un peu différents. Et puis pour nous, ça nous permet aussi de mieux travailler avec eux après quand on trouve des matériaux qui sont destinés à la benne également, puisqu'on on va développer un partenariat avec l'agglomération normalement l'année prochaine de manière un peu plus précise, sachant que notre grande force, nous, c'est d'avoir travaillé sur ce sujet depuis plusieurs années, donc d'avoir constitué un réseau, alors plus ou moins bien formalisé, de structures ou de personnes qui prennent des matériaux, puisqu'aujourd'hui, même si des maîtres d'ouvrage, donc les propriétaires des bâtiments, commencent à être prêts à envisager de faire ce qu'on appelle une dépôt sélective, c'est-à-dire une déconstruction propre d'un bâtiment, on se pose toujours la question de qui va récupérer ces éléments-là, sous quel format. Donc, on anime des espaces réemploi sur les chantiers. Est-ce qu'il faut organiser une vente? Est-ce qu'il faut organiser une zone de gratuité? Donc, après, nous, on accompagne aussi dans la formalisation des transferts de matériaux derrière. Voilà, j'essaie de faire un bref. Non, très bien. On échangera après s'il y a des questions là-dessus. Merci beaucoup. Et puis, il y a Solidarité Paysans. Pour finir, je vais essayer de vous retrouver. Sinon, en fait, hop. Donc, vous êtes une association nationale. L'idée de Solidarité Paysans, c'est une association nationale, mais qui a des antennes dans tous les départements. Et en fait, vous fonctionnez vous faites de l'accompagnement auprès des agriculteurs qui sont plutôt en difficulté. Et l'idée, c'est bien de créer un réseau d'entraide pour aider, pour soutenir les agriculteurs. Et vous, dans votre département, vous avez particulièrement travaillé sur les agricultrices et les femmes d'agriculteurs. C'est pour ça que la Fondation a soutenu l'antenne locale de Solidarité Paysans, parce que c'est souvent des personnes, effectivement, qui sont un peu exclues ou qui sont un peu mises de côté en termes de sociabilité. Et donc, là, l'idée, c'était de voir aussi comment elles pouvaient aussi trouver des sorties culturelles, parler entre elles, voilà, favoriser le dialogue et donc vous les accompagner là-dessus. J'essaye de vous retrouver, mais allez-y, je vous laisse compléter. Ok. En effet, l'association Solidarité Paysans est présente sur tout le territoire français. On accompagne tous les agriculteurs qui en font la demande de manière confidentielle, qui sont en difficulté. Alors, les difficultés sont larges. Il y a prévention suicide, bien entendu. Je pense que tout le monde a entendu parler actuellement de ce qui se passe dans le monde agricole et du nombre de suicides qu'il y a. Il y a aussi tout ce qui est le surendettement, l'accessibilité aux droits, les changements de pratiques également, plus économes, plus autonomes. Il y a aussi tout ce qui est les procédures collectives. Alors là, on accompagne, c'est spécifique au mouvement. On accompagne tout ce qui est les redressements, liquidations judiciaires auprès du tribunal et sur des périodes plutôt longues parce que ça met quand même du temps à se mettre en place. Donc voilà, tout ce qui est bilan, suivi financier, budget de trésorerie. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout fait. Ma lettre, bien entendu, mais ça va avec le suicide également. Donc, je suis en train de chercher, mais voilà, on accompagne sur toutes ces tâches, toutes ces missions. Et donc là, sur le prix que vous avez eu, c'était il y a 2 ans, c'était vraiment sur la population féminine également.
Oui, alors en fait, c'est parce qu'on avait régulièrement des remontées de femmes d'agriculteurs. Alors, femmes d'agriculteurs, beaucoup travaillent aussi hein, en fait sur l'exploitation ou vont à l'extérieur travailler, mais de toute façon, elles donnent toujours un coup de main sur l'exploitation et elles sont peu reconnues. Ou agricultrices. Et en fait, on avait beaucoup de remontées, comme quoi il y avait certaines souffrances morales, beaucoup d'isolement. Elles n'arrivaient pas à libérer en fait tout ce qu'elles avaient. Donc, à force d'avoir beaucoup de femmes qui venaient à nous, on a fini par se dire que ce serait peut-être bien de travailler autour d'un projet qui réponde à leur anxiété, leur stress, leur souffrance. Et du coup, il y a eu un petit groupe qui s'est constitué assez naturellement de femmes issues du monde agricole. Et donc, on a travaillé avec elles autour de cette mise en place de projet, hein, donc, qui est partie sur 3 temps. Donc, le premier, c'était 10 séances de groupe de parole, en fait, ce qu'elles ont appelé les cueilleuses de mots pour recueillir leur expérience de vie de femme au sein du monde agricole. Donc, on a eu un petit livret qui a été fait suite à ça. La deuxième, c'était du théâtre. Donc, elles ont fait une pièce de théâtre qu'elles ont montée pendant plus de 6 mois avec une animatrice en théâtre. C'était super. Enfin, la pièce de théâtre, c'était très. Il y a eu beaucoup de monde à la démonstration, en fait. Donc, c'était vraiment très suivi. Les femmes, ça leur a fait beaucoup de bien. Ça a été très confrontant pour elles, mais aussi très libérateur. Et puis là, ce week-end, on finit en fait le 3e temps, qui est donc le modelage de la terre au bord de mer, dans le Morbihan. Donc, elles partent 2 jours et demi là, faire de la sculpture, tout ce qui est en lien avec la féminité, le féminin en fait, pour libérer encore des choses. Donc voilà, après on fera un petit bilan de tout ça. Mais apparemment déjà les premiers retours sont que ça leur a permis d'avoir un groupe, de s'appeler entre elles aussi quand il y avait des problèmes, quand ça n'allait pas, de rompre l'isolement. Qui plus est, au sein du groupe, il y a eu un décès, donc ça a été un peu particulier. Donc le groupe s'est encore plus resserré en fait. Donc voilà, pour l'instant, c'est très positif. En tout cas, tout le monde a l'air très content. Super. Merci à vous tous. Est-ce que Patrice, vous qui avez été président du jury régional pendant plusieurs années, comment vous réagissez par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, à tout ce que les Pays de Loire sont riches? Oui, je pense que là, l'ensemble des exposés qu'on a eus des différents candidats à différents moments montre premièrement déjà la diversité et la richesse que la Fondation a pu soutenir hein, dans les différentes formes. Et puis, je crois que c'est la détermination. Moi, je trouve que dans tout ce qu'on vient d'entendre, on sent bien qu'on a vraiment affaire à des gens qui sont d'une sincérité, d'un dévouement presque, je dirais, par rapport au collectif au sens général, et qui à chaque fois valorisent, on va dire, les communs, tout ce qui fait que le vivre ensemble a du sens dans tous les territoires, que ce soit en milieu rural ou dans des villes, et des sujets aussi divers que le dernier sur effectivement le soutien paysan, mais aussi les coopératives funéraires. On voit bien que le réemploi, à chaque fois, on est vraiment sur, à mon sens, la transition dans sa meilleure expression, puisque quand on parle de la transition, je pense qu'on devrait même parler des transitions, et que là, tous les exemples qu'on vient d'avoir illustrent bien les transitions et les actions qu'on va être, et là on est avec des précurseurs qui les mettent en place, mais où on va être, je pense que dans les années à venir, obligé de dire que c'est un sujet obligatoire et on ne peut pas se détourner. Et toutes ces expériences qu'on vient d'entendre, à mon avis, montrent qu'il y a un sacré boulot qui est fait localement. Bravo à tous. Il y a un sujet un peu commun, enfin quasi commun, je trouve. Il y a aussi la question de l'accessibilité. Vous travaillez tous à votre niveau sur comment rendre accessibles des sujets quotidiens ou qui, pour les personnes normales, sont évidentes, et comment justement on va aller chercher des personnes ou des populations qui ne sont pas dans le spectre, etc. Moi, je trouve que c'est assez, vraiment en fil rouge. En vous écoutant, je me suis dit, en fait, vous travaillez tous sur cette question-là. Que ce soit sur les questions de mobilité, sur des personnes éloignées de l'emploi, sur la culture, comment rendre accessible la culture pour tous.
partout aussi, même en zone rurale. Enfin, je veux dire, en solidarité paysan, vous travaillez d'une certaine manière à l'accessibilité culturelle aussi, parce que vous faites en sorte que des populations éloignées puissent pratiquer aussi. Laurent et Sabine, vous travaillez sur des filières qui sont pleins de stéréotypes et qui, justement, comment rendre accessibles, en fait, ces filières-là, casser un peu ce qu'on pourrait croire et proposer de nouveaux modèles. Moi, je trouve que c'est assez... bon, voilà, c'est voilà, ma petite... voilà, ce que je voulais... le point commun que je trouve entre tous. Est-ce que vous, chacun d'entre vous, vous avez des questions? Ça peut être le moment de... Là, on se donne encore 20 minutes de questions-réponses, d'échanges entre vous. Des choses qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré. Ouais, Laurent? Moi, alors non seulement ça me touche personnellement parce que j'ai l'impression d'en faire partie, mais quand je vois toute l'énergie qui se déploie dans ce genre de projet, je me dis que le monde n'est pas complètement pourri, en fait. Ça me redonne de l'espoir dans mon quotidien, même dans ma posture de parent. Et je me dis, voilà, le monde dans lequel on vit, il n'est pas parfait. Il y a énormément d'imperfections, mais si on veut le changer, il faut se rendre acteur du changement. Et toutes les personnes qui défendent les projets que nous avons exposés aujourd'hui et qui ont eu la chance de bénéficier du prix de la Fondation sont des acteurs, alors probablement des petites gouttes dans l'océan, mais véritablement des acteurs du changement. Et probablement, peut-être que dans cette posture, nous sommes des précurseurs sans le savoir, et peut-être qu'il serait utile, effectivement, à une autre échelle, de voir si le développement de nos structures ne pourrait pas être accompagné, alors aussi bien pratiquement que financièrement, peut-être sur on va dire des échelles territoriales plus importantes que celles que nous développons localement. Je pense à Sabine et son projet qui déjà commence à s'essaimer sur le national. Je pense également au nôtre parce que c'est malgré tout dans les états d'esprit, et on essaye de travailler au quotidien pour voir comment à moyenne ou longue échéance les choses pourraient se dupliquer. Mais quel que soit le sujet qu'on ait abordé aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment vocation à voir si ce qu'on est en train de pratiquer aujourd'hui n'est pas duplicable, et quels sont les moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Parce que développer son projet localement, c'est une chose, mais le diffuser sur une autre échelle, c'en est une autre. Et ces accompagnements-là, on ne les a pas toujours. Et alors, il y a bien d'autres fondations, d'autres systèmes, mais quand on développe son propre projet, ce n'est pas toujours facile d'envisager sa duplication, alors que l'intérêt de la chose, c'est aussi de voir peut-être un peu plus loin que ce que nous avons aujourd'hui et d'envisager peut-être les choses à une échelle différente. Patrice? Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'il faut qu'on ait conscience et que toutes les organisations que vous représentez, et sur les territoires, on voit bien que beaucoup, on est dans l'univers de l'économie sociale et solidaire, et dans la plupart des zones, des départements, des régions, il y a des structures, et je pense que depuis quelques années, alors je parle en tant que vice-président de l'IRESA, qui est l'interréseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou, où on voit bien qu'il fédère 140 structures sur le département, et on voit bien le poids, je vais dire politique, par rapport à ce que tu disais Laurent, politique qu'on peut commencer à représenter et où on est écouté, parce que toutes les expérimentations que les uns et les autres vous faites, tout d'un coup il y a des échos. Et à tel point, c'est que on voit bien même les grands groupes nationaux et internationaux qui, à des moments, s'emparent des innovations qui peuvent être faites par les uns par les autres et ne prennent que la crème de ce qui a pu être développé par les uns et les autres et vont le mettre sur le marché classique. Et je pense que
il faut la consolidation de nos actions, à mon avis, elle passe par cette présence dans des réseaux où on montre bien la force que l'on peut avoir sur le terrain. Et nous, on a les mains dans le cambouis, on est avec des acteurs du quotidien et on est en capacité à le faire. Et on est en capacité aussi à apporter et avoir des modèles économiques, et on le prouve, même si, bien sûr, dans les périodes de lancement, il y a besoin de ces aides, et le prix de la fondation en est un. Et je pense que ça, pour moi, c'est vraiment une action, enfin, une orientation importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, Sabine, Charlotte, désolée, je ne vois pas les prénoms, mais au fond de la rue, Thibaut. Est-ce que vous avez, quelle réaction vous avez sur ce que vous avez entendu? Est-ce que ça vous donne des idées sur ce que vous avez entendu? Oui, moi effectivement j'ai pris des notes de certaines associations ou autres organismes qui sont intervenus, avec lesquels on pourrait échanger sur nos différentes actions, et sur lesquelles je pense à Culture LSF par exemple, où là on est en plein dedans, et comment on peut fonctionner ensemble. Alors même si nous on a des acteurs du territoire qui nous accompagnent dans nos démarches d'accessibilité, mais sur tout ce qui est diffusion de l'information, voilà. Par exemple, sur aussi l'association, alors je ne sais pas si l'association en plus, mais sur Matière Grise Maine-et-Loire, on est beaucoup dans le réemploi des matériaux, nous, sur tout ce qui est scénographie de notre festival. Pour l'instant, on n'est pas trop sur du réemploi de matériaux issus du monde du BTP, mais je me dis que pourquoi pas. En fait, ça peut nous ouvrir des portes dans nos artisans fabricants d'éléments de scénographie. Ça peut, je sais pas, créer des idées. Voilà un petit peu de ce que j'ai retenu, entre autres. Et puis après, des choses plus personnelles où j'ai noté quelque chose. Mais c'est voilà. Super. Ouais. J'ai vu qu'il y avait Bernard et Charlotte qui avaient levé la main. C'est bien, vous êtes bien posés. Bernard, tu n'as pas ton micro, je pense. Bon, Charlotte. Alors moi, je tiens juste à dire un petit mot. Je découvre un peu tous les projets de tout le monde, parce que normalement, c'est ma directrice qui a suivi toute l'avancée de tout ça. Et je trouve que vous avez tous vraiment des projets, vous avez mis des choses en place qui sont vraiment top. Donc merci pour ces échanges. Et effectivement, dans les échanges, étant sur Le Mans et sur la Sarthe, je viens de découvrir du coup Afalac, que je ne connaissais pas. Et même si je travaille la mobilité, c'est mon quotidien, vu que j'interviens également sur le chantier d'insertion de Carburpera, je pense qu'effectivement, de savoir qu'il existe ce genre d'association, ou même pour les mamans ou les femmes ou les parents que je peux accompagner au quotidien, au-delà de la mobilité, je trouve que ces temps d'échange nous ont permis, enfin en tout cas moi, m'ont permis de découvrir des structures que je ne connaissais pas. Et en tout cas, merci pour ça. C'est vraiment ce que je tenais à dire. Alors Bernard, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, très bien. Voilà. Oui, réagir un petit peu sur ces échanges, et en vous écoutant, je me dis, quand nos conseillers effectivement élisent des lauréats, il y en a beaucoup effectivement dont on ne parle pas. Et quand je vois sur Nantes, c'est plusieurs, finalement, il y a un lauréat et il y a 10, 15, 20, 30 dossiers parfois. Effectivement, c'est des initiatives qui restent dans l'ombre, et je me faisais un petit peu à l'idée de dire, mais pourquoi est-ce que dans cette communauté pourrait pas être élargie par, on a la chance au niveau de la fondation d'avoir une vision thématique nationale et pas uniquement régionale, et de se dire pourquoi pas faire connaître d'autres initiatives qui vont un petit peu dans les mêmes thématiques que celles qu'on a évoquées. Ça peut être effectivement très enrichissant, et puis eux également de leur donner à voir aussi ce qui s'est fait dans leur thématique et la notion de lauréat. Il y a peut-être une question de transversalité. Et puis deuxième sujet qui me vient un petit peu à l'esprit, c'est ce que disait Laurent, et sur lequel on a peut-être nous un ballon à reprendre, c'est la notion de la duplication. La duplication, l'essaimage, comment nous, on peut vous aider dans l'essaimage pour que faire d'un projet local, régional, il puisse parfois prendre son envol au niveau national. Et il y a peut-être un sujet à travailler avec peut-être quelques-uns d'entre vous, la Fondation, nos services de développement au niveau de la maison. Voilà, c'était mes deux réflexions qui me venaient en vous écoutant. Thibaut ?
Vous avez levé la main? Oui, non, moi aussi, je trouve ça toujours hyper intéressant de voir un peu des structures sur des thématiques différentes et les réponses qu'elles apportent des fois sur des sujets qui nous questionnent aussi, ou comment est-ce qu'elles se sont organisées aussi, puisqu'on rencontre des fois les mêmes difficultés, que ce soit d'organisation ou de financement ou de structuration. Je sais que nous, on a une petite phase de croissance en ce moment, mais qui nous questionne un peu sur notre statut, par exemple, et sur certaines typologies de prestations qu'on pourrait faire et à quel point on veut les maintenir. Donc voilà, je trouve toujours intéressant de voir un peu la diversité qu'on peut avoir. Et puis après, sur notre thématique en soi, potentiellement, ça peut toucher beaucoup d'associations ou de secteurs enfin, de structures du secteur coopératif qui, en fait, ont des fois des besoins en matière ou se posent des questions là-dessus. Donc, c'était quand on avait échangé avec le jury, nous, qu'on avait trouvé des points d'appui intéressants, puisque des membres du jury se poser des questions sur des projets immobiliers à venir. Et voilà, j'en ai profité juste pour donner l'info sur le RESAC et le réseau des ressources culturelles qui peut intéresser peut-être les structures dans ce sujet-là. Sachant qu'il y a le collectif R, qui est une petite association qui est pas très loin, qui est à Forcé, pas très loin du coin de la rue, qui fait du réemploi des matériaux sur des choses mobiles. Voilà. Il y a sûrement des points qui sont toujours intéressants à construire derrière ça. Ça m'a fait penser en écoutant Au fond de la rue et vous, Thibaut, et puis même les autres festivals avec Julie. On vient de soutenir au niveau de la fondation, je vous l'ai mis dans le chat. C'est un projet qui va se lancer, qui est porté par Arviva. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est un collectif de structures culturelles du spectacle vivant qui veut justement aider les structures culturelles à faire leur transformation écologique en travaillant sur la mutualisation des décors, voilà, tout ce qui peut être fait pour justement travailler aux bonnes pratiques écologiques. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. N'hésitez pas à les contacter ou à en savoir plus là-dessus. Voilà. Est-ce que Valentina ou même chez Solidarité Paysan, je vais y arriver, même Sabine, vous avez quelles sont vos réflexions, vos réactions? Est-ce que vous avez des idées? Du coup, je vais prendre la parole. J'ai trouvé ça très intéressant que chaque association puisse se présenter et s'exprimer. Ma collègue est dans le même bureau que moi. On a un peu bloqué sur l'association du deuil, mince, c'était quoi le nom? Sur Nantes. Oh, la coopérative, voilà. Du coup, on était allé voir le site parce que ça nous interrogeait beaucoup. Donc, on trouve ça vraiment super. Par contre, moi, j'ai plus de mal à voir ou à comprendre comment faire le lien. On est du monde agricole. Je cherchais là un petit peu. Je me disais peut-être avec l'association qui gère tout ce qui est du bâtiment. Parce que des fois, nous avons des agriculteurs qui font monter des choses solaires, enfin ce genre de choses, et qui se retrouvent avec du matériel, donc peut-être là. Mais sinon, je vois moins où faire le pont. Alors, si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à nous solliciter dans ces cas-là. Voilà. Bon, après, l'idée, c'est pas de te dire il faut tout de suite qu'il y ait quelque chose. C'est aussi de se dire tiens, ça existe et je pourrais revenir dans un mois, un an. Tout à fait. En disant tiens, au fait, il y a ça, quoi. Voilà. Donc, du coup, je prends la parole aussi. Moi, je me dis qu'effectivement, sur notre question de la sensibilisation, de l'information du grand public, mais d'une manière très large, je pense qu'il y a peut-être au moins de bénéficier des réseaux sur l'accessibilité de l'information voilà, des personnes. Et puis nous, effectivement, on a un certain nombre de coopératives qui sont en train d'émerger ou qui existent sur les territoires et on a possibilité, on le fait en fait, de faire des interventions de sensibilisation pour les personnes, notamment sur leurs droits, etc. Et on le fait à la demande, donc ça peut être aussi fait collectivement auprès de public. Enfin là, c'est hyper large et tout est à construire. Hein, on le fait en direct pour des associations à la demande. Après, il faut effectivement pouvoir adapter le contenu et le discours, puisque l'idée, c'est vraiment quelles sont les questions que je dois me poser sur le sujet et surtout d'éviter que les gens se posent des questions quand ils se retrouvent confrontés au décès, parce que là,
ils peuvent vraiment se faire embarquer dans des trucs et signer des montants hallucinants en même pas 2 heures, qui peuvent vraiment les mettre dans des situations économiques et psychologiques désastreuses en fait. Donc, l'objectif vraiment du mouvement des coopératives funéraires, c'est d'intervenir suffisamment en amont. Et nous, on va essayer, enfin, on veut travailler sur créer des outils disponibles en ligne, et puis aussi sur des contenus d'intervention adaptés. Donc là, je pense que c'est à voir avec des associations, des structures qui ont des actions, de se dire, tiens, comment est-ce que ce serait pertinent, nous, compte tenu du public auprès du qui on intervient, de pouvoir travailler en collaboration avec la coopérative de Nantes ou une autre pour bosser des contenus qui seront après diffusés plus largement, parce que nous, tout ce qu'on travaille à Nantes, on se dit que ça doit aussi contribuer à être utilisé par les autres acteurs en fait, du territoire, coopérative ou pas, quoi. Valentina, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, je rejoins tout le monde en disant que c'était chouette de découvrir autant de projets et avec des horizons si différents en fait. Et après, notre projet, il est peut-être différent par rapport aux autres que j'ai pu entendre. Par contre, nous, on est toujours ouverts, surtout quand il y a des structures qui ont besoin de faire du lien avec le contexte multiculturel. Parce que les gens qui viennent d'autres cultures, qui parlent d'autres langues, c'est un peu notre terrain. On essaye de comprendre comment bien s'adresser à ces publics. Du coup, si jamais il y avait besoin aussi d'aide sur ce point-là, nous, on est disponible, bien sûr, pour collaborer. Donc, voilà, nous, on est tout à fait ouverts. Est-ce que Julie ou Sébastien, vous aviez des choses à dire, des réactions avant qu'on coupe? Julie? Oui, moi j'aime beaucoup ce genre de temps d'échange, effectivement, où on peut en apprendre un peu plus sur les projets des uns et des autres, et ça me rappelle aussi pas mal qu'on a les mêmes problématiques, et puisqu'on est tous et toutes sur le terrain, avec nos publics, sur un territoire peut-être différent, mais on a quand même des problématiques qui se rejoignent, et ça me conforte pas mal dans l'idée de l'importance de penser les projets de manière duplicable aussi, pour permettre dans un monde où tout va vite, là où c'est important de partager ces projets un maximum, et pour que peut-être à l'avenir, ils soient repris par d'autres. Ça me paraît important. Merci. Bon, on a encore quelques minutes pour clore, sauf si Sébastien, tu voulais dire quelque chose, pardon. Bon, juste effectivement, vous remercier de vos témoignages, de tout votre engagement sur votre aspect humain et d'accompagnement des humains dans leur parcours. Donc, c'est important, ça va tout au long du parcours. Donc, merci pour votre humanité, pour votre engagement. Et puis, si effectivement vous pouvez faire des choses ensemble, c'est tant mieux. Et puis, Bernard Beau l'a évoqué, effectivement, nous, le Crédit Coopératif, si on peut vous accompagner, vous soutenir, continuer à vous soutenir, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter. Après, vous avez cette envie, cette force, ce dynamisme, mais pour dupliquer, il faut trouver des porteurs de projets, effectivement, dans d'autres territoires qui ont aussi cette envie, etc. Et au-delà de l'aspect financier, c'est aussi l'aspect humain, trouver des porteurs de projets un peu dans tous les territoires. C'est aussi ça qui est pas évident, mais enfin bon. Merci pour toutes vos actions. Merci, ça me fait une super transition, Sébastien. Ah ben voilà. Je n'ai pas préparé, mais franchement. Je voulais juste vous prendre quelques minutes pour vous présenter un outil qu'on est en train de lancer. Donc, vous avez compris qu'on est en train de structurer une communauté des lauréats qui remonte sur plusieurs promotions, donc au moins jusqu'en 2016, parce qu'au fond de la rue, vous étiez là. L'idée, c'est de faire en sorte que vous êtes
Nous, on est persuadés à la Fondation que vous avez tous des choses à vous dire et à échanger, et vous pouvez trouver des idées ou des partenariats. Et donc, on a créé une page, c'est comme un hub en fait. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Et je vous montre 2 secondes. Ça vous permet de, soit vous avez envie de vous rencontrer, et donc on a organisé tous les lauréats et les partenaires de la Fondation par type de territoire, donc par région, ou par secteur d'activité. Donc, justement, sur les questions d'essaimage, ça peut être intéressant de voir si dans d'autres régions où des gens font la même chose que vous, mais peut-être différemment, enfin, par exemple, Carburpera, des plateformes de mobilité, je sais que, par exemple, en PACA, en Occitanie, il y en a quelques-unes qui se sont créées. Il y a vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez tout à fait prendre. Vous avez un point commun, c'est d'avoir été lauréat. Donc, vous pouvez rentrer en contact là-dessus. Et par type de bénéficiaire. Donc, ça peut être, là, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais avec Permis de construire, qui a travaillé beaucoup sur les anciens détenus, et sur la réinsertion d'anciens détenus aussi. Voilà, il y a plein de structures qui travaillent sur ces questions-là, ou sur la question des femmes, ou sur la question de la petite enfance, ou la question, par exemple, des populations en situation de handicap et de leurs aidants. Parce que les aidants aussi sont à prendre en compte dans l'accessibilité. Et puis, on a aussi financé beaucoup de têtes de réseau ou d'organismes de recherche qui ont produit des outils, des guides, des méthodes. Et là, on est vraiment, vous pouvez tout à fait y accéder, c'est en libre service. Donc, que ce soit sur du changement d'échelle, sur réaliser une mesure d'impact, sur la transformation numérique de votre structure, ou plein d'autres choses, par exemple justement la transformation écologique dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les festivals et sur les structures culturelles. Voilà, vous pouvez vraiment y accéder, c'est vraiment fait pour vous, donc n'hésitez pas à aller sur ces liens et à piocher ce qui vous intéresse en fonction de vos besoins. Et puis, si vous avez... alors, donc, nous, le prix de l'inspiration va être relancé le 15 décembre prochain. Il faut attendre 5 ans pour y recandidater. Donc, ce sera pour certains pas tout de suite, mais pour d'autres, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez des structures qui font un chouette projet. Bah, voilà, vous pouvez leur faire part de votre expérience et puis pourquoi pas de les aider à monter le projet aussi. Maintenant que vous avez été lauréat, vous êtes là un peu en pilote. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est ça aussi l'idée d'avoir une communauté des inspirés. C'est aussi insuffler des choses autour de vous. Voilà, moi, c'est bon. Je suis vraiment ravie de vous avoir tous revus et avoir appris aussi appris de comment votre projet avait évolué depuis que la Fondation vous avait soutenu. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet. On est là pour ça. Le réseau du Crédit Coopératif aussi est là pour ça. Et puis, n'hésitez pas à vous parler entre vous. Peut-être que Patrice, vous avez un mot de conclusion avant de rendre l'antenne. Et de dire, bien sûr, de remercier vraiment toutes les expressions qu'il y a eu parce que c'était très, très riche. Et de vous dire aussi, il y a bien sûr, vous avez tous les centres d'affaires, les agences du Crédit Coopératif, mais sachez que dans chacun de ces centres, il y a en 5 à 6 clients, comme les sociétaires, comme moi je peux l'être à titre individuel, qui représentent les sociétaires de la banque et qui peuvent être, il suffit de demander dans l'agence qui sont-ils, et vous verrez qu'il y a des gens qui relèvent du secteur culturel, social, environnemental, et c'est aussi des conseillers sur qui vous pouvez vous appuyer, échanger et voir pour même monter des projets qui sont un peu qui peuvent être l'antichambre un peu de la relation aussi avec le Crédit Coopératif. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment tous les gens qui sont dans ces structures-là, enfin autour des agences, sont à votre disposition également. Voilà, merci à tous et merci à la Fondation. Et puis à très bientôt peut-être. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.